Bonjour à toutes ou rebonjour à toutes et à tous. Salut Stéphane, salut Hervé. Bonjour Stéphane, bonjour Stéphane. Le duo de choc. Alors, je ne parle pas de Stéphane et de Stéphane, hein, mais bien de Stéphane et Hervé. Donc, Stéphane qui est le big boss de Web Mécanique et l'organisateur de Automation Day, événement qui est à sa troisième édition, si je me trompe Oui, c'était pas. peut-être même la cinquième Ouais, et deux c'est premières ça. avec nos partenaires et après on l'a ouvert effectivement au public et on n'a jamais eu autant de monde puisque là on cartonne avec un peu moins de 1000 inscrits. Donc ça c'est assez génial. Ah, c'est super bon, comme quoi hein, la version full digital est pas mal aussi. Bon, on espère que l'an prochain, tu feras une édition qui mixe le meilleur des deux mondes et qu'on pourra quand même se retrouver en chair et en os parce que c'est quand même aussi bien sympa. Alors, tu es également l'auteur de Marketing Automation que tu as donc coécrit avec notre ami Gabriel. Donc, j'imagine que tu nous feras un petit peu de pub à la fin de ton intervention. Et Hervé, bonjour Hervé. Bonjour Alors, Stéphane. quant à toi, donc, tu es Head of Marketing et Communication de Dimelo Software. Alors, pour la faire très très courte, tu me diras si je résume bien. Dimelo, allez, si vous avez 10 besoin, mots, 10 mots. Dimo, pardon. 10 mots. Donc, si vous avez besoin d'un soft pour gérer et accélérer la croissance de votre entreprise, c'est chez vous qu'il faut se retourner. Je l'ai bien dit? C'est parfait. Bon, allez, génial. Donc, vous allez nous parler d'engagement et, enfin d'engagement et de réengagement du client grâce notamment à l'automatisation. Donc, on est au cœur, hein, bien évidemment, du marketing automation et de l'expérience client. Allez, je vous passe la parole. C'est à vous, Stéphane et Hervé. Merci Stéphane. Bon, Donc, évidemment, on est dans la room expert, donc vous êtes tous les experts des campagnes marketing à différents niveaux, vous avez tous différentes expériences. Et ce qu'on constate assez souvent, c'est qu'il y a quand même une auto-limitation dans les usages, hein, soit parce qu'on démarre systématiquement par l'acquisition, alors qu'on peut travailler plein d'autres points sur le parcours client. Au niveau des ROI aussi, plein de gens se posent plein de questions. Donc, ce qu'on a souhaité faire avec Hervé, c'est vraiment vous partager nos expériences. J'ai la chance quand même d'avoir Hervé qui est dans le marketing depuis très longtemps et qui maintenant est plongé à fond dans tous ces outils pour le compte de Dimo. Dimo Software, c'est plusieurs BU, hein, donc il vous dira ça, mais c'est pas simple à gérer quand on est du côté back-office marketing. Et moi, je vous promets à la fin de cette session, on vous montrera des scénarios qui sont les scénarios de web mécanique. Donc, on a allé piocher dedans. Je vous montrerai nos propres ROI, nos propres KPI, et on les commentera. Et vous verrez qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, mais justement, c'est intéressant d'avoir le backup un peu de ces histoires. On va vous les commenter en tout cas, en direct. Et avant, on va faire un petit peu de théorie juste pour se remettre à niveau tous ensemble. T'es prêt, Hervé? Allez, c'est parti. Bon, génial. Alors, euh, la première chose à dire, c'est que quand même le marketing automation, c'est de l'engagement permanent. Encore une fois, ce n'est pas que l'acquisition de prospects vers des clients. C'est vraiment, vous avez vu ce matin dans tout ce que vous en racontez, Angélique Gérard de Free ou Grégoire Corbetto de Germinal, cet engagement, il est permanent et que vos prospects soient devenus clients, que les clients soient encore clients, il faut qu'ils le restent longtemps, qu'ils fassent de l'upselling, de l'upselling. Et c'est vraiment votre obsession en tant que marketeur de les engager de manière permanente avec le bon contenu, le bon message à la bonne personne au bon moment. Juste un petit rappel, marketing automation finalement obéit toujours à peu près à la même règle. Hein, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir des visiteurs à attirer sur des contenus qui sont pertinents pour eux. Alors ce contenu, il peut prendre différentes formes. Hein. C'est un webinar, c'est un blog, ça peut être plein de choses. Un email, on voit tout à l'heure que pour envoyer des emails tout simplement très simples, mais ce n'est pas simple de faire ça. Derrière, on va les traquer, donc on veut savoir qui c'est. Et même si c'est une adresse IP, on a déjà des infos en fait pour les scorer et les segmenter en temps réel. Et en fait, on va décider ensuite en synchronisant avec le CRM. Et là, c'est intéressant d'avoir aussi l'expérience de Dimo parce que Dimo a aussi un CRM qui s'appelle Yellowbox, qui est synchronisé d'ailleurs avec Web Mécanique. Donc, on a des expériences et des clients en commun sur ces sujets. Et c'est des vrais sujets, hein, l'audit de synchronisation initiale. Mais ça, c'est ce qui va vous permettre derrière de soit décider qu'il y a un trigger qui va partir pour nourrir la relation ou l'emmener sur un nouvel objectif, ou bien tout simplement quelqu'un qui va décrocher son téléphone chez vous, un account manager, un sales, quelqu'un du SAV, un service après-vente, du support technique, pour appeler ce client à ce moment-là ou le contacter via LinkedIn, au téléphone, peu importe. Donc, on va toujours à peu près avoir ce scénario. Et
Hervé, tu me diras, effectivement, le marketing automation et le CRM, le marketing automation est vraiment là pour travailler la partie comportementale et le CRM est vraiment en magazine tout l'historique qu'on a avec ce client. Oui, les deux outils sont intimement liés. On parle de CRM depuis maintenant de très nombreuses années. Moi, j'ai eu la chance, c'était une vraie chance et un vrai bonheur d'accompagner commercialement l'activité CRM chez Dimo pendant 17 années. Donc, c'est dire que c'est un sujet que je connais bien et que j'affectionne particulièrement. Pour prendre la direction du marketing chez Dimo il y a 5 ans, cette superposition de métiers, elle est essentielle parce qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La transformation digitale des entreprises, elle s'accélère considérablement et elle a un impact en fait sur nos organisations commerciales et marketing qui est assez important, assez colossal. Et ces deux outils-là, en fait, interagissent de plus en plus. Tu viens de l'évoquer. L'interaction, elle est centrale, elle est clé. Et alors, c'est bien d'avoir un outil de CRM déjà depuis longtemps et de capitaliser dessus et de travailler. Et l'arrivée du market automation, en fait, est une suite assez logique, mais elle permet aussi de réviser et de revoir ses fondamentaux. C'est-à-dire que ce socle CRM qui est essentiel, et on verra pourquoi, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, il est vital parce qu'il a une donnée qui est juste clé et qui est une donnée qui permet justement de bien dessiner ses parcours et de faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Ben, ça nous permet, le marketing automation nous permet aussi de revoir ce socle et ses fondamentaux pour être sûr que la data qu'on a est la bonne, tout simplement, et on fait en sorte que ces parcours soient propres. On verra dans les scénarios tout à l'heure les exemples. On verra là où le CRM intervient, où la synchro CRM intervient, et on verra qu'on a des chiffres assez édifiants justement qui expliquent assez bien les résultats qu'on peut avoir derrière sur les triggers ou pas d'ailleurs des résultats positifs ou négatifs derrière. Donc on parlait de l'expérience utilisateur, effectivement ça vise vraiment sur tout le parcours. Hein. Ne vous arrêtez pas à acquérir des prospects, transformer des prospects en clients, mais pensez bien à votre parcours de tout ce que va vivre votre client avec l'ensemble de vos services, l'ensemble de ses expériences et à quel moment vous pouvez apporter quelque chose d'utile. Et Hervé, justement, dans tes réflexions sur ta scénarisation par rapport à tes différentes BU, donc les différents logiciels que vous vendez ou les différents services, hein, parce que vous faites aussi de l'intégration de logiciels tiers, comment vous gérez cette approche de contenu sur cette relation avec vos prospects, mais aussi vos clients existants? Alors, c'est évidemment un enjeu central, hein, on en parle très très souvent. Évidemment, le contenu est essentiel. On évoque souvent, et avec les équipes aussi, le fait que cette transformation de parcours client sur les 15-20 dernières années, elle a bouleversé considérablement la manière d'être visible, d'une part, et la façon de s'adresser à ses clients. Donc, des contenus, on en a depuis toujours tout autour de la taille. On regarde souvent très loin en parlant de l'automation en se disant « Ouh là là, mais… si je regarde la photographie qui nous est faite, il va falloir qu'on produise des monstres de contenu. Il se trouve aussi, et il ne faut pas l'oublier, que parfois, tout simplement en se baissant et en regardant à ses pieds, on en a un certain nombre. Donc, il s'agit déjà de les identifier et puis ensuite de pouvoir définir de façon très simple comment on peut les utiliser. Alors, préambule important, c'est que on en reparlera aussi, je pense, tout à l'heure, hein, mais évidemment, ces démarches de mise en œuvre de l'automation, elles doivent être itératives, elles doivent démarrer par des choses simples. On ne se lance pas dans des usines à gaz tout de suite, on démarre, hein, nous, sur l'automation, même si on a plus de 20 ans d'expérience dans le CRM, tu le disais, avec des outils comme Yellowbox, qui est notre solution que l'on édite et qu'on a déployé chez nous et qu'on déploie chez nous. Ça demande du temps, ça demande effectivement d'accompagner les équipes. Et ce déploiement de l'automation, c'est d'identifier en effet des contenus, de se définir quelques scénarios simples et puis d'y aller de manière très progressive. Donc oui, l'identification des contenus et la production des contenus est un enjeu évidemment majeur. Alors, il y en a 3 enjeux. Un, c'est l'enjeu évidemment d'avoir une homogénéité de contenu sur un message qui est cohérent de bout en bout, c'est-à-dire du moment où je vais aller prospecter les gens jusqu'au moment où je les sers, hein, en termes de service, au moment où ils ont des problèmes, ils rencontrent des problèmes, donc avec des différents interlocuteurs dans l'entreprise. On va avoir un enjeu effectivement de personnalisation sur les besoins de chacun. On n'a pas le même besoin quand on est
On a besoin d'identifier la bonne solution quand on a déjà la solution, mais qu'on a besoin de savoir comment bien travailler avec. Puis on a des enjeux de disponibilité. Trouver une facture ancienne pour ma compta chez Dimo de l'année dernière, il faut que je puisse le faire même à 3 heures du matin lorsque je traite ce problème-là. Et ça peut être aussi aller trouver une séquence sur comment bien utiliser telle fonctionnalité du logiciel ou quels sont les produits complémentaires ou les offres complémentaires qui pourraient m'aider à compléter mon offre quand je suis un DSI ou quand je suis un fonctionnel dans une entreprise. Et tout ça réassure finalement, et c'est l'enjeu de confiance que je continue à avoir tout au long du cycle de vie, comme dans un couple. J'espère parce qu'on est marié que c'est ad vitam aeternam, mais il faut gagner des points régulièrement et des fois on en perd. Alors on essaie d'en regagner un peu plus tard, mais c'est pareil dans la vie de l'entreprise avec nos clients, n'est-ce pas? Et tu l'évoquais, l'enjeu de disponibilité, il est déterminant et on refait encore un lien avec le sujet du CRM, c'est-à-dire qu'une fois encore, tu viens de le dire, on n'adresse pas forcément les mêmes contenus et les mêmes sujets, qu'on adresse un contenu très large à une audience très très large. À un moment donné, ce n'est pas forcément le parcours qu'on va adresser dans la totalité à un client ou à un prospect. Donc évidemment, un livre blanc, c'est potentiellement un support qui va intéresser certains de nos clients. Donc, il va être disponible. Voilà un exemple de campagne sur lesquelles on est en train de travailler. Une fois encore, on démarre ces projets d'automation et de parcours, donc très, très humblement. Mais le conseil principal que je pourrais donner, on y reviendra, c'est vraiment de démarrer simplement. Ça produit déjà un certain nombre de résultats, mais démarrer simplement, c'est une fois encore se poser les bonnes questions, s'assurer qu'on ait la bonne data. Et dans un parcours comme celui-là, on va l'adresser à un auditoire très très large, un contenu qu'on a produit récemment avec l'ADTM et Vitellus qui est sur le ROI des projets CRM et marketing automation. Un support comme celui-là, on va forcément le mettre à disposition à une audience très très large, mais dans le parcours, à un moment donné, on va se dire, OK, mais alors attends, si l'objectif final de conversion, c'est d'aller chercher de la démo produit, par exemple, de la démo, assister à une présentation de la solution à Yellowbox, par exemple, il est évident qu'à un moment donné, il va falloir que j'écarte les clients de ce process. Et donc, de se poser la bonne question à un moment donné, mais au fait, est-ce que nos clients sont correctement qualifiés dans notre CRM et au fait, qu'est-ce que c'est qu'un client? Parce qu'on peut aussi se poser cette question. Dans le cas de Dimo, tu le disais, il y a 8 activités, 8 business units. On travaille sur des cibles et des tailles d'entreprises différentes, des PME, des ETI, des grands comptes, des fonctions différentes, direction financière, commerciale, marketing, RH, achat, etc. Et donc, chaque activité adresse des sujets différents qui répondent à des symptômes, à des douleurs de nos interlocuteurs. Et dans ce parcours-là, il faut veiller à ce que un client CRM, il est client d'IMO, mais il peut ne pas être client sur la business analytics, la finance, la dématérialisation, la GED, la GMAO, la gestion des notes de frais, etc. etc. Donc, il faut que la qualité de la donnée soit au rendez-vous si on veut faire en sorte que le contenu, ou en tout cas le parcours qu'on a dessiné, ne vienne pas ennuyer ou perturber nos interlocuteurs. Donc, c'est un travail quotidien. On est en plein dedans en ce moment. Et c'est là où je disais que finalement, cette approche d'automation est hyper intéressante. On a démarré avec des choses très, très simples. Inscription newsletter. On commence à faire de l'automation sur l'emailing, des ouvertures, des clics, etc. Et on rentre là aujourd'hui dans des parcours un peu plus étoffés. On va bientôt construire des parcours, par exemple, quand on parlera tout à l'heure sur les webinaires. Mais typiquement, il faut se poser ces bonnes questions pour éviter, comme tu le répètes souvent et tu le dis souvent, d'ennuyer nos interlocuteurs et finalement d'être plus contre-productif que d'arriver à atteindre nos objectifs. Alors, on voit plein de contenus selon le moment où on se trouve, découverte du problème ou de la résolution ou choix de partenaires. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans le futur livre là, qui paraît très prochainement, je crois la semaine prochaine, de Gabriel de Bischelberg de 2030 sur l'acquisition strategy design. Vous avez pu le suivre ce matin dans la conférence, dans un keynote. Et effectivement, on peut choisir dans ces contenus, ces typologies de contenus, les contenus idoines pour adresser nos prospects, nos clients à différents moments. Alors évidemment, il y a des choses là-dedans qui sont très B2C, d'autres qui sont plus B2B. On va évidemment s'adapter à nos objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite faire à nos contacts. C'est très nombriliste, mais il faut quand même l'avoir en tête parce que c'est là où sont nos KPI. C'est où est-ce que je veux amener telle personne qui se trouve à tel moment du cycle
je veux l'amener à remplir tel formulaire pour assister à un webinaire, pour télécharger un call to action, pour faire un autodiagnostic, ou bien derrière demander une démo quand on est dans l'univers logiciel, dans l'univers SaaS comme nous avec Hervé. Et puis évidemment, il faut mettre ça en valeur, en perspective, avec les objectifs qui sont ceux de nos personas. Qui peut aller de je n'ai pas conscience du tout du problème, donc comment je vais aller éveiller ce problème jusqu'à ok, j'ai compris, j'ai un problème, j'ai compris, il y a des solutions, maintenant laquelle je choisis. Et donc d'accompagner les gens sur l'ensemble de ces process va obéir à une logique de différents types de contenus, différentes typologies de contenus qui vont intervenir au bon moment. Et c'est ça qu'on va mettre dans les scénarios et qu'on va tester. Et on ne réussit pas tout le temps avec les bons KPI tout de suite. Donc, on reteste, on refait, on regarde les résultats. Et ce qui ne se mesure pas n'existe pas en marketing. Donc, on ne se base que sur ce qui se mesure. Il y a quelques grandes catégories de scénarios automatisés. J'avais piqué ce slide lorsqu'on avait fait une conférence avec les amis d'Inbox et je le trouvais très, très bien fait. Vous, chez Dimo, vous avez démarré par quel type de campagne et quelles sont celles qui vont suivre derrière, celles que vous allez commencer à mettre en œuvre derrière? Je rêverais de toutes les mettre en place, hein, évidemment, tu t'en doutes. Mais une fois encore, il faut être raisonnable. On a démarré par des choses assez simples. Une fois encore, je pense que c'est essentiel. Le simple fait de s'inscrire à une newsletter qui envoie un message d'accueil qui permet ensuite de diffuser la bonne newsletter aux bons interlocuteurs avec un cadencement. C'est des choses aussi simples que ça. Et des choses aussi simples que ça nécessitent de se poser des bonnes questions. On est sur des scénarios maintenant qu'on commence à construire. On a vu un exemple de campagne tout à l'heure qu'on est en train de construire qui permettent de faire du nurturing en fait, d'interlocuteurs qui s'interrogent sur le bien fondé de la mise en place de certaines solutions. C'est le cas pour du CRM, par exemple, où je vais télécharger un livre blanc sur les ROI, sur comment mettre en place une solution de CRM, etc. On va nourrir en fait ce premier téléchargement avec un certain nombre de contenus, de réassurance, etc. Et puis, on ira assez naturellement, et on a des demandes très, très fortes aujourd'hui en interne sur du cross-sell, de l'upsell, sur de l'onboarding client, sur de la satisfaction. Donc, tous ces scénarios-là sont évidemment en ligne de mire. Mais une fois encore, tu parlais tout à l'heure de définition d'objectifs. Il est vraiment nécessaire de ne pas perdre de vue ça. Objectif évidemment de nos interlocuteurs, objectif qu'on se fixe nous, bien entendu. Et dans ces objectifs, ne pas perdre de vue aussi notre capacité à traiter ce qui rentre. C'est-à-dire que c'est aussi des choses que je vois de manière assez régulière dans un certain nombre d'événements où on n'arrête pas de dire il faut générer du trafic à tout prix. Oui, évidemment, il faut générer du trafic, mais il faut aussi qu'on ait la capacité de le traiter correctement. Et c'est là où, là aussi, le CRM va avoir, à mon sens, une clé essentielle. C'est si tu parles, par exemple, d'upsell, si on parle d'onboarding, signer un contrat, c'est une bonne chose, mais dans des métiers comme les nôtres, où on est sur des déploiements de solutions SaaS, il y a un certain nombre d'étapes et on est en train d'essayer d'identifier un certain nombre de dates clés de déploiement d'une solution pour envoyer un certain nombre de messages à nos interlocuteurs, à nos clients. Ces campagnes-là ne valent que si la data est de qualité. Je ne vais pas envoyer un message à un client si la solution n'a pas été déployée sur ses utilisateurs. On va passer pour des guignols. Donc, de la même manière, si dans un parcours, je crois que tu en montreras un ou deux tout à l'heure, l'enjeu de rendez-vous est une notion qui n'est pas alimentée dans le CRM par les équipes. Si dans mon processus d'automation, la notion de rendez-vous est une étape clé qui permet de déclencher un certain nombre de choses, évidemment, ça n'aura pas lieu et ça n'aura pas de sens. Donc, je crois que c'est important de bien se fixer aussi ces objectifs internes de la façon dont on va traiter la donnée et la façon dont elle va être traitée dans le CRM. On parle beaucoup de ROI. On est très content aujourd'hui avec Hellobox chez Dimo, on en parle beaucoup en ce moment, d'analyser tous les flux entrants de formulaires, d'où ils viennent, par quel biais ils sont arrivés et surtout jusqu'où on est allé. Est-ce qu'on les a gagnés, est-ce qu'on les a perdus, est-ce qu'ils sont en cours, pour quelles raisons? Et tout ça va évidemment nous permettre d'avoir, nous, au marketing, des éléments et des indicateurs clés qui vont nous permettre de savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors nous, chez Webmécanique, je pense qu'on fait très très bien les campagnes de follow-up, etc. On va montrer un certain nombre, tout ce qui est webinar, etc. Ça, on fait assez bien. Parce que je rêverais vraiment de commencer à faire un peu plus. C'est des campagnes de réchauffage, win-back, identifier sur un concurrent quel est le pain que les clients rencontrent le plus souvent et aller faire des campagnes tranquilles en identifiant ces pains mais en les mettant en valeur, justement, en les faisant prendre en conscience, monter en chaleur chez nos ex-prospects
pour qu'ils reviennent, et parce qu'on a souvent des win-backs, on fait beaucoup de deuxième monte, hein, après nos concurrents, je vais citer HubSpot, Marketo, etc. On fait pas mal de win-backs sur le RGPD, sur la facilité d'usage, sur le coût aussi, hein, sur le coût à l'usage, et ça, il faut qu'on fasse des campagnes, qu'on soit un peu plus gros hacking là-dessus. Merci Grégoire, sur ces sujets. Alors, on parlait d'engagement permanent. Moi, je parle d'engagement permanent, même progressif. Hein, théorie de l'engagement, on y va progressivement. On ne propose pas tout de suite d'aller à la maison. Et 4 exemples de suivi. Alors, ça, c'est des exemples qui sont sur nos campagnes à nous, chez Webmécanique. Alors, un classique, hein, c'est le téléchargement. Il y a eu un téléchargement d'un livre blanc, d'un business case. Qu'est-ce qui se passe après? Alors nous, on va peut-être un peu vite en besogne là-dessus, mais directement, sur ce scénario-là, on va proposer une démo. Ce qu'on voit, c'est que quand on a identifié le prospect puisqu'il a téléchargé, en fait, on regarde tout de suite dans le CRM, on synchronise avec le CRM pour savoir s'il est client ou pas. Et ensuite, on propose alors quand je dis ensuite, ça se fait simultanément en fait, hein, de cocher une case pour éventuellement avoir une démo. Et après, si c'est OK, bah, il y a tout l'enchaînement du trigger pour la prise de rendez-vous démo. Et si ce n'est pas le cas, on envoie un email un petit peu plus tard, alors 30 minutes, c'est pas très très long, là-dessus. Alors vous allez voir les résultats. Ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, nous, ce qu'on analyse, c'est que la plupart des gens, 97% des gens qui téléchargent quelque chose chez nous, ne sont pas clients. Alors, ça peut vouloir dire 2 choses. Hein. Soit que les contenus sont tellement bien faits justement pour des prospects qu'il n'y a que les prospects qui y vont. Et peut-être qu'on manque aussi de contenu pour nos clients. Donc, à voir, à analyser. En tout cas, c'est une question que pose ce chiffre. Et le deuxième, c'est qu'on a des taux de transfo qui sont relativement faibles, 0,6%. Donc là aussi, on peut se poser 2 questions. La première, c'est est-ce que c'est pas un peu trop tôt dans l'engagement pour aller proposer ça, ou alors est-ce que c'est intéressant parce que finalement la somme de 0,6%, ça peut nous intéresser dans le cumul. Donc ça, c'est à même KPI, on peut avoir différents niveaux de réponse là-dessus. Alors, juste Stéphane, je me permets de te couper. Il vous reste 5 minutes si on veut un peu laisser du temps pour les questions-réponses. Et puis pour le coup, je me permets également de te poser une question. Là, on voit donc des taux d'engagement très très faibles. Vous faites quoi? Vous décidez quand même de le conserver parce que vous vous dites, tiens, 0,6 là, 1 point là, 3 points là, 6 points là, au final, c'est pas mal. Ou vous vous dites au contraire, 0,6, finalement, non, c'est qu'on ne crée pas suffisamment de valeur, donc j'arrête le scénario et je passe à autre chose, j'en teste un autre. Là, la question, c'est plutôt que je pense que proposer une démo tout de suite, c'est trop tôt dans l'engagement, en fait, puisque la plupart des gens sont des prospects, des purs prospects, donc ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. On est au tout début de la réflexion et probablement que notre contenu n'est pas adapté pour faire une proposition de démo tout de suite. Après un webinaire comme celui-ci, pour ceux qui seront venus à celui-ci, en revanche, ça sera sûrement très adapté. On aura sûrement des taux de transformation beaucoup plus élevés. Bon, sur le téléchargement, là, on a un exemple de stat là, sur la première campagne, une des premières campagnes qu'on a fait tourner, où effectivement, on a cette étape intermédiaire d'envoyer un email en fait, de complément d'information suite au téléchargement, qui est un témoignage client. C'est un parcours qui est construit là, autour d'un e-book sur la GMAO, la gestion de la maintenance. On propose en deuxième intention, quelques jours après le téléchargement, un email en fait, concernant un témoignage client sur Babola, sur Beneteau ou autre. Et là, on se rend compte, on vient de regarder les stats, là, on identifie 33% d'ouverture sur du téléchargement, ce qui correspond à un indicateur plutôt intéressant, assez pertinent. Ça veut dire qu'effectivement, sur l'ensemble des gens qui vont avoir téléchargé ce livre-moi, il y a un taux d'ouverture et d'engagement de cette deuxième intention 15 jours après qui est plutôt intéressant. Donc, c'est un autre indicateur qui est assez pertinent et qu'on commence à découvrir dans toutes ces analyses et qui sont vraiment enrichissants. Donc, on voit que quand on identifie ce même prospect et qu'on veut l'orienter sur un webinar, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on double la performance lorsqu'on fait une relance. Donc, n'hésitez pas à faire des relances. En fait, on s'aperçoit sur la plupart des campagnes qu'une relance fait doubler la performance. Et je discute avec des clients qui sont des centres d'appel. Eh bien, ils ont exactement la même chose, de nurturer, de nourrir et de relancer les gens. Alors, tout de suite ou un peu plus tard, ça dépend un peu des sujets, il y a différents types de relances. Mais en général, on vous doublez la performance en relançant. Donc, il ne faut pas hésiter à redemander une deuxième fois. Et lorsque on voit qu'ici, dans la campagne, on attend 90 jours après une relance qui n'a pas réussi, on s'aperçoit qu'en fait, entre-temps, ils ont eu une démo avec quelqu'un de chez nous. Donc, il y a d'autres scénarios qui les ont pris en charge et qui les ont amenés vers une démo avec nous. Donc, à ce moment-là, on arrête tout dans ce trigger-là. Il y a d'autres triggers qui ont pris le relais derrière. Donc, c'est intéressant de voir que tout ça est très engageant. Le webinar, je vous engage vraiment à en faire et à les intégrer dans le scénario de marketing automation.
Chiffre de 2017, et je crois qu'aujourd'hui, ça va être encore plus. Wikio disait 50% de taux d'engagement moyen sur les webinars. On le constate, c'était vraiment des super taux là-dessus. Ça vous permet de gérer des données déclaratives que vous récupérez ou que vous mettez à jour. Ça vous permet de gérer des données comportementales sur la segmentation de l'intérêt de vos clients sur les différents sujets que vous proposez. Vous pouvez mettre des call to action derrière sur des démos, des rendez-vous, des livres blancs. Là aussi, c'est très, très intéressant de voir le niveau d'engagement que vous avez avec vos clients. Donc, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas surtout à aller voir Captain Marketing d'un certain Stéphane Christian. Il vous apprendra tout sur comment générer des paquets de leads avec le webinar. On en reparlera peut-être après. Merci pour la pub. Ouais, c'est sur mon blog. Et sur le parcours que tu évoquais, juste un mot très rapide, ce qui est intéressant aussi, c'est d'identifier sur le webinaire des actions, parce qu'on parle souvent de l'automation avec un point de départ, des items, des actions et un point d'arrivée. Mais c'est vrai que dans certaines opérations comme le webinaire, le fait de pousser un questionnement direct aux interlocuteurs est aussi générateur de business. Mais ça fait partie des données qui ensuite sont agrégées sur lesquelles on peut rebondir dans les scénarios. Donc, c'est très enrichissant, mais ce que je veux dire, c'est que le webinaire en lui-même est aussi un outil pendant lequel on peut créer de l'interaction et de la détection de projets. On a vu tout à l'heure scénario qui poussait des prospects identifiés vers un webinaire. Maintenant, après le webinaire, comment on va qualifier derrière et quel type de trigger on peut avoir. Alors, on peut avoir en général, on a plusieurs noms, on a au moins 4 ou 5 triggers en fait, différents sur un même webinaire. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont venus, pas venus. Donc, on va les orienter vers un replay ou vers autre chose. Et surtout, est-ce qu'ils sont clients ou pas clients. Et là, on voit qu'ici, on regarde si les clients ne le sont pas. Donc, c'est le premier check synchro avec le CRM. Et ensuite, on va checker qu'ils n'ont pas déjà fait un test d'autodiagnostic de leur situation digitale qu'on propose. Nous, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est en ligne, c'est un cadeau. Et donc, en fait, après ce test d'autodiagnostic, on va proposer des démos. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que là aussi, avec une relance, on double la performance, avec un chiffre qui est exactement le même après la relance. Et d'ailleurs, entre nous soit dit, vous pouvez faire deux types de relances. Vous pouvez faire des relances de type un petit peu institutionnel, avec quelque chose de joli, etc. Et ça s'y prête dans certaines situations. Et dans d'autres situations, et Grégoire Gambetto en parlait ce matin, n'hésitez pas à faire aussi des emails, mais qui sont ce qu'aurait écrit un des account managers chez vous. Et pour faire ça, ce n'est pas si simple, parce qu'il faut que vous ayez aussi une synchronisation parfaite avec votre CRM, puisque c'est là que va être identifié l'account manager qui s'occupe de telle typologie de compte. Donc, ça demande une belle synchronisation. Quand vos commerciaux changent, il faut changer ça, il faut le mettre à jour, il faut l'oublier, parce que les scénarios continuent à tourner. Donc, ce serait dommage d'envoyer un email avec le nom d'un commercial qui est parti à la concurrence. Et il n'est pas trop tard de le faire. Hein. Le fait de lancer, une fois encore, je disais tout à l'heure que l'automation sert le CRM. On est clairement dans cette approche-là, c'est-à-dire que on est en train nous, en interne, d'optimiser et d'améliorer encore plus. Je considère qu'on est déjà bien avancé, parce qu'une fois encore, ça fait 20 ans qu'on a la chance d'avoir, même plus, qu'on a la chance d'avoir un CRM en interne. Mais cette démarche d'automation, elle amène obligatoirement des points de passage sur la qualification et de se reposer les bonnes questions sur la façon dont on utilise le CRM. On est en train de retravailler la qualification de nos comptes, l'affectation des chargés de compte aux clients, de façon à ce que derrière, on puisse nourrir une fois encore la donnée correctement. J'ai plusieurs questions, là, notamment qui concernent Hervé. Je vais en poser une, puisque vous parlez beaucoup de CRM, Marketing Automation. Est-ce qu'on peut se lancer dans du Marketing Automation sans avoir encore un CRM ? Moi, je trouverais ça dommage parce que d'abord, ça va limiter énormément. Vous allez faire quoi? L'autorépondeur, etc. Et comment vous allez gérer après tous vos contacts? Qu'est-ce que vous allez en faire? Et quelle va être l'interface de ceux qui vont les traiter? Le Marketing Automation, c'est l'outil du marketeur. Hein. Genre, vraiment, on va gérer des scénarios, de la segmentation, etc. Ce n'est pas un outil de commercial ou même de SAV, enfin, peu importe, un interlocuteur direct. C'est bien l'historique de votre client, elle est stockée dans le CRM. Donc, non, il faut avoir un CRM avec. Okay. C'est dommage, effectivement, de démarrer sans, parce qu'on construit un socle, une fois encore, on capitalise progressivement sur un socle, mais une fois encore, il ne faut pas s'en faire une montagne. On entend encore des chants que j'entendais moi il y a 20 ans, le mal nécessaire de l'entreprise, le CRM, etc. On peut démarrer par des choses simples et il faut démarrer par des choses simples. Le simple demande déjà une certaine mobilisation, mais ce n'est pas très compliqué. Gérer des contacts, des clients, des affaires, des prospects, ce n'est pas très, très compliqué en soi. Il ne faut pas être trop gourmand tout de suite. Il faut voir loin, mais commencer raisonnablement. Et puis, le câblage, il se fait assez naturellement puisqu'on se rend compte que l'automation a vocation à les capter et nourrir et faire mûrir et ensuite descendre dans le CRM. Donc, il y a une logique à tout ça et on n'est pas obligé de tout descendre
d'un automation dans le CRM. Il y a aussi des étapes intermédiaires. Nous, on a fait la promesse en interne que l'automation ne serait pas la boîte noire du marketing. Ça veut dire qu'on a aussi vocation à l'ouvrir au maximum auprès des équipes commerciales pour qu'on soit tous en compréhension de ce qu'on est en train de faire et qu'on ne se dise pas oh, attends, le marketing, ils font leur tambouille, moi je ne comprends pas, puis il n'y a rien qui tombe. Non, on co-construit ça, c'est une nécessité absolue. En tout cas, on est très vigilant par rapport à cette logique de co-construction. Ouais, ok. Une question qui te concerne, Hervé, quelle est la durée moyenne de tes cycles de vente? 6 mois, 1 an. Alors, c'est une moyenne. On peut avoir des projets qui vont se déclencher très, très vite. Je prends un exemple. Là, récemment, on a un webinaire sur une de nos activités autour de la dématérialisation. On identifie en ce moment un élan colossal sur ces besoins de dématérialisation dans les entreprises. Donc, ce n'est pas une surprise que cette activité se développe très, très fort. Et on identifie en tout cas des projections ou des besoins ou des prises de décision très courtes. Se cachent souvent derrière dans la tête du client des temps de déploiement très courts. Alors, il y a des projets qui se déploient très vite. Une fois encore, hein, quand on veut faire des choses simples, ça peut se faire très vite. Mais on va dire que le délai moyen, c'est de la prise de décision à la mise en œuvre. On est sur des échelles de 3 à 9 mois pour faire une bonne moyenne. Voilà. Ok, allez, la question qu'on crève tous de te poser, quelle est la solution de marketing automation que tu utilises? Là, Elle ne vient pas de moi. Hein. C'est promis, mon nez ne devrait pas s'allonger puisqu'on est en train de déployer Webmécanique à coller évidemment à Yellowbox CRM. Donc oui, les deux sont câblés. On a des travaux importants en ce moment ensemble sur le push to CRM et évidemment de Yellowbox vers Webmécanique. On a démarré il y a quelques mois, donc on en est encore à un certain nombre d'expérimentations, mais je suis plutôt content. On a pris un peu de retard à cause d'événements que vous connaissez. Ouais. Ça nous a retardé sur certains points, accéléré sur d'autres. En tout cas, ça nous a permis de travailler les choses. Ouais, puis Stéphane, il n'est pas toujours rapide, mais bon. Mais... C'est une petite. Non, je plaisante. Ça me fait une belle transition. Je le laisserai rebondir. Mais on est en plein déploiement et c'est en tout cas excitant, enthousiasmant, engageant. Ça demande effectivement un peu de boulot parce que on a un passé avec une fois encore la data qu'il faut maintenant faire parler correctement. Ouais. Mais voilà, on est en train de déployer tout ça et c'est hyper enrichissant et passionnant. Ok, alors question, c'est de très belles transitions. Hein. Alors, pour le coup, c'est pour Stéphane. Donc, tu as évoqué la synchronisation entre le CRM et donc l'automatisation. Cette synchronisation se fait-elle de manière automatique ou manuelle? Oui, c'est une bonne transition parce qu'avec Dimo, on a également un partenariat qui fait que Yellowbox et Webmécanique sont très synchronisés. Donc, on a travaillé nos API de manière à ce qu'on puisse faire la synchronisation le plus rapidement possible. Et on a déjà 4 clients, je crois maintenant, qui tournent sur cette synchro. Hein, donc, on a fait ça assez vite. L'objectif, effectivement, c'est d'avoir quelque chose de préintégré. Préintégrer ne signifie pas qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'on va faire un audit CRM quand même avec les clients. Enfin, c'est un audit data en fait, pour savoir quelle data doit être synchronisée avec quoi, à quel moment, dans quel sens. Ça peut être dans les deux d'ailleurs. Mais c'est très important. Donc ça, il ne faut pas trop y toucher après, parce que, enfin, on peut y toucher, il faut refaire un audit si les process de l'entreprise ont été modifiés, parce que si on les change, bien évidemment, on va pourrir les deux bases. Hein. Donc c'est très très important, c'est stratégique. Et je vous engage dès le début d'un projet marketing automation d'intégrer votre DSI. Dans la première réunion qu'on avait chez Dimo, il y avait le DG, directeur général, Monsieur Genoux, Jean-Paul Genoux, qui était présent. Il y avait Hervé ici présent. Il y avait Hervé Balzan qui était responsable de Yellowbox. Et il y avait Pascal Bourris qui est justement le garant de l'intégrité des data et des flux et des process. Et ça, c'est très important que ce soit dès le début, parce que sinon, on va se retrouver coincé. On a eu le cas avec un très grand compte qui contribue à dématérialiser tout ce qui est courrier, je ne dirai pas le nom, mais on a mis 3 mois pour monter tout le projet avec les équipes marketing. On a attendu 6 mois que la DSI nous autorise à nous synchroniser avec le CRM qui était Salesforce. Donc, on était synchronisé parfaitement avec la sandbox de Salesforce. On a mis 6 mois à être synchronisé avec la prod derrière. Donc, vous dire que, et il a eu raison, hein, ce n'était pas son projet, il avait SAP avant, il y avait plein de choses à faire. Et donc, ça a mis 6 mois. Donc, c'est très important d'avoir toutes les équipes autour de la table. Je dirais presque même les DRH des fois, parce qu'en termes de gestion de contenu, de création de contenu, il faut parfois intégrer que des gens qui n'en créaient pas allaient en créer. Je pense aux gens du SAV chez nous, des gens qui font le support technique, créent des contenus, et c'est dans leur contrat de travail, ils ont du temps pour ça.
pour faire des vidéos ou des articles de blog. Et comment, quelques petits tips là pour finir, comment on synchronise les équipes marketing et sales? Parce qu'on voit qu'il y a une vraie nécessité à synchroniser les outils, les équipes, j'imagine, c'est également le cœur du sujet, non? C'est central. C'est central. C'est un travail quotidien. C'est une évidence, mais c'est nécessaire de le rappeler. Ce qui fait la richesse de tous ces projets IT, je me tue à le dire, mais c'est vraiment dans notre ADN. Donc, je suis aligné en tout cas par rapport à ce que Dimo prône, préconise et vit depuis longtemps. L'humain est central dans ces process de transformation digitale. Elle est sans précédent. Ce qui est surtout particulier, c'est qu'elle s'accélère à une vitesse incroyable. On voit les algorithmes changer à des vitesses phénoménales. Ça va à une vitesse folle. Et l'enjeu, finalement, ce n'est pas de savoir s'il faut qu'on y aille, c'est comment on y va. Et comment on y va, on est obligé d'embarquer les équipes. Donc, le travail n'est pas seulement un travail, Stéphane disait tout à l'heure, il y a effectivement des équipes qui sont embarquées. On a aussi un Stéphane chez nous qui est responsable des applications, qui fait un gros boulot avec nous là-dessus, Stéphane Griveaux. Pascal est embarqué sur la partie responsable marketing digital. Les équipes, les responsables marketing dans l'ensemble des activités sont impliqués. Mais on essaye de communiquer, jamais suffisamment, auprès des équipes commerciales par rapport à cette transformation qui s'opère. Je parlais d'inversion de paradigme il y a quelques temps encore avec les équipes où en fait le commercial ne va plus chercher le client, c'est bien le client qui vient nous chercher. L'enjeu n'est plus de lui prouver qu'il a besoin d'une solution, parce que s'il vient nous voir, c'est qu'a priori il a un caillou dans la chaussure, c'est de faire en sorte de le convaincre qu'il a raison de venir chez nous. Et donc cette transformation, au-delà des outils d'automation et de CRM qui ont un rôle très important dans tout ce qu'on est en train de se dire, c'est bien aussi de faire comprendre tous ces enjeux. Si on prend un exemple de parcours très simple, on parle souvent de téléchargement de livres blancs. Alors, c'est très variable d'une activité à l'autre. On peut avoir des volumes colossaux sur des activités de GED, moins importants sur des informations ou sur des activités plus confidentielles. L'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte que dans ce volume de téléchargement considérable, on puisse, une fois encore, faire mûrir un certain nombre de projets et donner aux équipes commerciales quelqu'un qui a un stade de maturité qui est suffisamment intéressant pour avoir une interaction avec lui. Ça ne justifie pas, en revanche, d'interdire de prendre contact dans le cadre d'un processus par une de nos équipes. On a des cas de figure où on a déjà prouvé que appeler un interlocuteur, quand bien même il vient juste de télécharger un livre blanc, si on estime que c'est nécessaire, il faut le faire. Et on a déjà prouvé par le passé que c'est probablement pas ça qui l'a fait signer uniquement, mais ça a été une des composantes dans son acte d'achat. On a déjà des clients qui nous ont fait le retour en disant « Vous avez été les seuls et les premiers à nous rappeler le jour où on a téléchargé un livre blanc pour savoir si on l'avait bien reçu, si on avait des questions et que vous étiez à notre disposition pour. » Donc voilà, tous ces process-là, doivent se co-construire avec les équipes commerciales. On ne peut pas faire ça en labo tout seul au marketing. Ouais. Donc concrètement, tu fais quoi? Beaucoup d'informations, mais ils vont bosser au quotidien ensemble, ils sont assis l'un à côté de l'autre, ils discutent, comment ils font? On a déjà un premier travail qui est de s'assurer que les discours qu'on porte sont suffisamment pertinents et percutants pour faire comprendre à l'interlocuteur qu'il est au bon endroit. Donc ça, c'est un travail un peu global, mais qui nourrit aussi nos approches en termes de marketing. Et puis après, on va dire qu'on est plus dans des sujets de process aujourd'hui où, comme on démarre sur la mise en œuvre, là-dessus, il n'y a pas de langue de bois, on déploie effectivement web mécanique, mais on démarre ces process-là. L'enjeu, ce sera de voir si effectivement, le fait de descendre un formulaire, après qu'il y ait eu quelques étapes de nurturing un peu plus importantes que le simple fait de télécharger un livre blanc, ça nourrit correctement et ça apporte, on va dire, le bon contact aux bons interlocuteurs. Et puis après, le travail qu'on fait surtout au quotidien avec les équipes, c'est le bon traitement de l'information dans le CRM. C'est-à-dire que cette qualification de données, il ne faut pas qu'il y ait de rupture dans la chaîne à un moment donné. Un formulaire qui rentre, qui est un lead, il faut qu'il soit amené jusqu'à la signature, sinon on va perdre cette logique d'analyse de ROI. Donc les travaux essentiels qui sont faits sont surtout faits là-dessus, fluidifier le process, la qualification de la donnée dans le CRM. Aligner les équipes tout Exactement. au long du parcours de décision. Exactement. Ok. Allez, dernière question, très terre à terre, mais qui est essentielle. C'est quoi le processus de dédoublonnage? Vous avez des outils là? Vous faites comment pour nettoyer votre CRM? On a combien de temps? Allez, il vous reste 2 minutes. Je vois Michel qui patiente. Déjà, la clé, les clés, l'email, le SIRET, quelques fondamentaux, mais il ne faut pas se tromper de débat. L'email est central.
Ça, c'est un premier élément. L'email et le SIRET sont centraux. Donc, il y a des travaux de nettoyage qui doivent être mis en place. Si ces informations ne sont pas présentes ou pas suffisamment qualifiées, on n'a pas ou peu d'alignement. L'email, il est déterminant pour connaître le comportement de l'individu. Il est déterminant pour unifier cet individu et la traçabilité de ce qui se passe auprès de cet individu, que ce soit de l'automation ou dans le CRM. Le SIRET, il est clé si on veut enrichir sa base de données proprement, retrouver les bons interlocuteurs sur les bonnes sociétés. Donc là aussi, c'est un travail permanent. On est en train de retravailler sur la siratisation de nos bases de données, retravailler les process de création de fiches. L'objectif, c'est d'être tout de suite à la source dans la création d'une donnée qui n'est pas bloquante pour le commerce, pour qu'il puisse bosser, mais de faire en sorte ensuite que toute la chaîne de commandement qui va de la transformation d'un prospect en client soit propre. Et ça passe obligatoirement par la qualification d'un certain nombre de données clés. L'opt-in et le double opt-in, c'est un process, un trigger qu'on met en automation régulièrement. Tous les 18 mois, vous redemandez l'opt-in lorsque quelqu'un fait une action avec vous. LinkedIn vous dit que tous les 18 mois, un interlocuteur change de job avec des gros écarts types. Donc, tous les 18 mois, vous redemandez le double opt-in et vous vérifiez l'adresse email. Et là, vous avez des adresses email qui sont parfaitement à jour. Et si elle a plus de 18 mois, vous évitez d'envoyer tout message outbound sur cette partie de la base. Et vous avez une base qui est propre, 100% qualifiée. Même les 20 ou 30% ne sont pas requalifiés, eh bien, c'est une qualification en soi. Donc, on peut automatiser le nettoyage de sa base grâce au marketing automation. Ouais. Okay. Il y a des outils qui existent, effectivement. L'automation contribue à un enrichissement des bases de données, mais c'est un travail. Enfin, là, c'est un sujet qui est vaste. Allez, on fera une session sur le sujet. là. C'est un gros sujet. Merci à vous deux. Merci.